tout bon. Alors normalement, voilà, c'est tout. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la délégation aux droits des enfants a choisi de consacrer tout un cycle d'auditions à la protection des mineurs. Nous avons entendu plusieurs acteurs, récemment les représentants des UAPED, sur la question de la prise en charge. Et nous auditionnons donc aujourd'hui les représentants des associations. Donc nous accueillons aujourd'hui Arthur Melon, secrétaire, et Pascal Cussig, avocat représentant le collectif pour l'enfance. Laura Morin, directrice nationale de l'Enfant Bleu, et Bénédicte Kérébel, juriste. Et je salue également Madame Isabelle Debray, qui est présente parmi nous. Monsieur Claude Barre, vice-président d'Enfance et Partage, et Madame Daniela Vargas, responsable prévention Enfance et Partage. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Vos associations ont développé une expertise reconnue en première ligne pour promouvoir les droits des enfants, l'application de l'ACID, prévenir les violences, accompagner les victimes ou bien encore gérer des lieux d'accueil. Vous êtes donc des partenaires essentiels, complémentaires de l'État et des collectivités territoriales. Je tiens à souligner 2 contributions exemplaires émanant de vos associations en 2023. Le livre blanc, 23 propositions pour renforcer la lutte contre les enfants victimes de maltraitance, publié par l'Enfant Bleu, mais également le guide à l'attention des professionnels de la santé, de l'enfance et de l'éducation, Enfants en danger, comment agir, d'Enfance et Partage. De manière générale, je souhaitais ouvrir le débat sur plusieurs points, notamment quelles sont vos propositions pour améliorer les politiques de protection de l'enfance, quelles sont selon vous les priorités à mettre en avant et quel regard portez-vous sur le dernier plan de lutte contre les violences faites aux enfants publié en novembre dernier. J'aimerais également aborder avec vous le volet justice. La Ciivise a récemment recommandé de généraliser la réquisition aux fins de saisine d'une association d'aide aux victimes dès le début de l'enquête, aux fins de mieux les accompagner. Quelle est votre position sur cette recommandation ? Vous avez également participé à la remise d'un texte qui souhaite approfondir, j'allais dire, tout ce qui est protection des enfants des signalements. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre vision sur ce point, sachant que j'ai déjà commencé à échanger avec Philippe Fay. Et enfin, vous participez bien entendu activement aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance, chargés notamment de suivre les politiques de protection de l'enfance. Donc pourriez-vous nous éclairer sur ce que vous en pensez, sur comment ça se déroule? C'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience. Je vais vous laisser donc la parole pour une introduction préliminaire de votre choix. Vous pourrez commencer à répondre à mes questions ou pas. Et après, de toute façon, les collègues présents auront un temps de parole pour vous poser également des questions. Ce que je vous propose, c'est de commencer dans le sens de la salle. Je vous laisse commencer, je ne sais pas lequel de vous deux. Comme pour le moment, on n'a pas trop de députés, c'est-à-dire que je peux vous laisser 8 minutes d'introduction et pour laisser le temps aux questions. Si jamais j'avais beaucoup plus de députés, je serais obligée de compresser un peu le reste. Voilà, on va essayer de tenir et que chacun ne soit pas frustré. Mais il y aura donc un deuxième tour. Donc, voilà. Je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous propose que je présente très brièvement les travaux du collectif pour l'enfance et ensuite Pascal Cussig donnera les arguments juridiques à l'appui de nos propositions. Le collectif pour l'enfance réunit 46 associations depuis 2018. À l'origine, le but de ce collectif était de travailler sur l'âge de non-consentement. Donc nous avions été parmi les associations qui demandaient à ce qu'en dessous de 15 ans, un enfant ne puisse pas être reconnu consentant à une relation sexuelle avec un majeur, et 18 ans en cas d'inceste. J'aime bien rappeler qu'à l'époque, on nous disait souvent que c'était irréalisable, anticonstitutionnel, que ça serait censuré, et que finalement, on l'a fait et que ça a l'air de bien fonctionner pour le moment. Après avoir obtenu majoritairement gain de cause grâce à la loi Billon, on a décidé de travailler sur de nouveaux objectifs au sein de ce collectif. Et nous travaillons spécifiquement sur la protection rapide des enfants qui seraient signalés comme potentiellement subissant des violences dans le cadre intrafamilial, que ce soit des violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Et la proposition du collectif pour l'enfance est unique et part d'un constat partagé selon lequel, lorsqu'un signalement ou un dépôt de plainte est réalisé, il peut se passer de nombreux mois, voire des années, avant que le parent soupçonné de violence soit reconnu coupable par la justice et que l'enfant victime ou les enfants victimes soient mis à l'abri du parent qui est accusé. Pour répondre à cette difficulté,
le collectif pour l'enfance a décidé de s'appuyer sur des dispositions déjà existantes du Code de procédure civile, et plus particulièrement son article 373-2-8, qui prévoit que le ministère public peut à tout moment saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il est aujourd'hui prévu que le ministère public a la faculté de saisir le juge aux affaires familiales, mais n'en a pas l'obligation. Donc, tout l'objet du collectif pour l'enfance, c'est de demander que dans certains cas, il ne s'agisse plus seulement d'une faculté du procureur, mais bien d'une obligation au procureur de transmettre sans délai au juge aux affaires familiales les éléments en sa possession qui émaneraient d'un dépôt de plainte ou d'un signalement concernant un enfant victime de violences dans le cadre familial. Donc nous avons pour cela réfléchi à la rédaction de 2 articles. La création d'un nouvel article qui serait potentiellement le 77-5 dans le Code de procédure pénale, qui disposerait que, je cite, « Dès lors que des investigations sont initiées dans le cadre d'une enquête préliminaire, à l'encontre d'un parent suspecté soit d'être auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis sur la personne de son enfant, soit d'être auteur, coauteur ou complice d'un crime ou délit sur la personne de l'autre parent, le procureur de la République saisit sans délai le juge aux affaires familiales au titre de l'article 373-2-8 du Code civil, aux fins de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale du parent mis en cause, notamment sur les droits de visite et d'hébergement, et le cas échéant, le juge des enfants. Le ministère public met à disposition des magistrats l'ensemble des éléments d'enquête en sa possession. Et pour pouvoir répondre à ce besoin d'urgence, nous avons également songé à amender l'article 373-2-8 du Code civil en ajoutant un alinéa qui prévoirait que lorsque le juge est saisi par le ministère public au titre de l'article 77-5 du Code de procédure pénale, il est tenu de statuer dans un délai de 6 jours. S'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués, le juge ordonne la suspension des droits de visite et d'hébergement du parent mis en cause et, le cas échéant, modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Avant de passer la parole à Pascal Cussick pour les arguments juridiques, je tiens juste à signaler le fait que, comme vous l'avez fait remarquer, Madame la Présidente, cet article a été repris dans des travaux législatifs, en particulier dans la proposition de loi qui est actuellement proposée par Philippe Fay et qui est en cours de collecte de signatures. Mais je vous informe également que ces propositions ont été reprises par Alexandre Portier et Christophe Negelen dans le cadre des débats sur la loi Santiago, et ça avait été en première lecture à l'Assemblée nationale, l'occasion pour eux de déposer également ces amendements. Oui, bonjour Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Merci de votre invitation déjà. Je vais essayer de respecter le créneau que vous nous avez accordé, même si en tant qu'avocat, on a la réputation d'avoir un peu de mal à sortir notre train d'atterrissage. Donc n'hésitez pas à me faire signe si j'excède la période allouée. Je crois qu'on a axé notre réflexion au sein du collectif pour l'enfance, qui réunit donc 45 associations, ce qui n'est pas très fréquent dans la protection de l'enfance, de réussir à réunir 45 associations sur des thèmes tels que celui-là. On a axé notre réflexion à partir d'un des avis intermédiaires de la Civise, qui indiquait assurer la sécurité de l'enfant dès les premières révélations. Vous avez des projets de texte actuellement qui sont débattus, par exemple la proposition de loi Santiago, qui est intéressante, mais qui concerne les parents qui seront poursuivis ou condamnés. Donc on est en bout de chaîne pénale, en fait. On est au moment de la condamnation ou au moment de la mise en examen. Et nous, en tant qu'avocats, on sait bien que la mise en examen, elle intervient quand elle intervient. Elle intervient plusieurs mois, voire plusieurs années après les révélations de l'enfant. Donc là, l'idée, c'est d'assurer une protection de l'enfant dès le début de l'enquête. Cette préconisation,
c'est la préconisation 26 du rapport final de la Civise, qui est indiquée comme étant une préconisation clé. Elle répond, à mon sens, à un besoin criant de notre droit. On parle souvent de la quasi-impunité des violences sur enfants. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette quasi-impunité, ce n'est pas une fatalité. Pourquoi on déplore cette quasi-impunité ? Parce qu'on a un système juridique qui, d'après moi, dysfonctionne. Et il dysfonctionne à tel point que lorsque la Civise examine le traitement judiciaire de ces affaires-là, on finit par trouver 82 préconisations, dont certaines sont des modifications de la loi. C'est le cadre de loi qui, malheureusement, contribue à cette quasi-impunité des violences sur mineurs. Ici, nous avons un cas de figure qui est extrêmement fréquent. C'est un des parents qui reçoit les confidences de son enfant disant avoir été victime de maltraitance par l'autre parent. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre constamment avec... alors, la plupart du temps, c'est la maman, mais on préfère parler de parents protecteurs. Le parent protecteur se retrouve dans la difficulté de savoir qu'est-ce que je fais maintenant que l'enfant m'a fait ces révélations ? Est-ce que je remets quand même l'enfant à l'autre parent au risque que les infractions se renouvellent ? Et si je ne le remets pas, c'est moi qui vais être poursuivi pour non-représentation d'enfant, et on a des condamnations qui sont lourdes pour non-représentation d'enfant. Moi, j'ai eu un cas récemment, une maman qui a refusé de présenter son fils alors qu'une enquête était en cours, etc., qu'elle avait même plaidé devant le JAF la veille, pour un week-end de non-présentation d'enfant, elle a eu 2 mois de prison avec sursis. Donc il y a des sanctions qui sont lourdes et qui ensuite se retournent contre la maman en disant « mais c'est vous qui êtes dangereuse et c'est vous qu'il faut écarter de la vie de l'enfant ». Et on se rend compte que dans ce cas de figure-là, on n'a pas de système de protection adapté. On a l'ordonnance de placement provisoire par le parquet qui est possible, mais qui n'est jamais utilisée dans ce cas de figure. Pourquoi ? Parce que c'est un litige entre les 2 parents. Et le procureur de la République va dire ça, c'est de la compétence du JAF. Moi, si j'interviens en urgence, je vais intervenir sans audience, sans qu'il y ait de contradictoire, et donc je préfère laisser ça au juge aux affaires familiales. Donc l'OPP n'est pas une réponse à notre problématique. L'ordonnance de protection de 2010 prévue pour les femmes victimes de violences n'est pas une réponse non plus. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences, il y en a, au dire du dernier rapport du Sénat, il y en a environ 4000 par an. Sur ces 4000 par an, toutes ne concernent pas les enfants. Ce n'est pas parce qu'une maman saisit le JAF d'une demande de protection que ça va concerner automatiquement les enfants. Donc les ordonnances de protection, dans ce cadre-là, il y en a à tout casser 2 ou 3 000 par an. On sait par ailleurs qu'il y a 160 000 enfants victimes, ne serait-ce que de violences sexuelles, tous les ans. Est-ce que quelqu'un ici peut sérieusement soutenir qu'avec une ordonnance de protection à hauteur de 2 ou 3 000 par an, on va lutter contre 160 000 enfants victimes tous les ans de violences sexuelles ? Donc cette ordonnance n'est pas une réponse suffisante, et elle l'est d'autant moins que la maman ne peut saisir le juge d'affaires familiales que si elle est elle-même victime. Qu'est-ce qui se passe si l'enfant est victime et que la mère ne l'est pas ? L'ordonnance de protection de 2010 ne s'applique pas. Donc on a une défaillance de notre droit. Et ce que Arthur vous a exposé est calqué sur l'ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences. On estime que ce qu'on a fait pour les femmes victimes de violences, on doit pouvoir le faire aussi pour les enfants. Merci beaucoup pour cet échange. Je laisse la parole à l'enfant bleu. Bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, merci pour cette invitation. Vous m'entendez peut-être mieux là. Oui. Merci pour cette invitation. Alors en ce qui concerne l'association L'Enfant Bleu, donc c'est une association qui existe depuis 1989. On est sur le terrain depuis 1989 auprès des victimes. Donc effectivement, nous avons à cœur d'améliorer la protection évidemment des enfants, mais aussi leur accompagnement dans tout le parcours malheureusement auquel ils doivent faire face, à la fois dans la reconstruction
reconstruction psychologique, mais aussi dans tout ce parcours judiciaire. Alors effectivement, et merci d'en avoir parlé, Madame la Présidente, nous avons édité en novembre dernier un livre blanc avec 23 propositions extrêmement concrètes liées à notre travail sur le terrain, puisqu'en fait l'association a pour mission première, depuis sa création, l'accompagnement des victimes, donc à la fois les mineurs, mais aussi les adultes qui ont été victimes dans l'enfance, pouvoir les accompagner sur le plan thérapeutique, le plan juridique. Nous faisons également de la prévention dans les écoles, ce qui nous permet aussi d'être sur le terrain d'une autre façon, donc auprès d'enfants aussi qui n'ont pas vécu la maltraitance, mais aussi essayer de comprendre comment leur expliquer leurs droits, comment les armer aussi, si jamais ils devaient croiser la route d'une mauvaise fréquentation. Et puis le plaidoyer, un travail qu'on fait depuis très longtemps. Donc dans ce livre blanc, on s'est attaché tout simplement à vraiment nourrir notre propos de ce qu'on peut rencontrer dans le cadre de nos constitutions parties civiles, mais aussi de nos permanences, je dirais, puisque nous avons un plateau d'écoute du lundi au vendredi auprès des victimes. Donc je laisserai Bénédicte vous présenter 6 propositions phares de ce livre blanc. On a également fait tout un travail où on a essayé de croiser à la fois le plan de lutte, notre livre blanc, mais aussi les préconisations de la Civise. Vous demandiez justement tout à l'heure notre point de vue sur le plan de lutte. Alors on était plutôt satisfaits. Je parle sous le contrôle de Madame Debré qui est là. Il s'inscrit dans la continuité des 2 autres plans qui ont pu être présentés. Il y a énormément de choses qu'on retrouve dans notre livre blanc, notamment, qu'est-ce qu'on peut dire, de quoi on peut parler, tellement de choses. La prévention, effectivement, la vérification des antécédents. Voilà, donc il y a différents points dont elle vous parlera après. Ce qui nous semble manquer dans ce plan, et on a participé aux réunions des GCS et on a essayé d'en parler, c'est la question de la prise en charge thérapeutique des victimes. On sait à quel point la prise en charge du psychotraumatisme est compliquée en France. On le voit tous les jours, nous, auprès des victimes. Comment trouver le professionnel qui va pouvoir vraiment traiter les stigmates très particuliers du psychotraumatisme, et au-delà de ça, comment j'y accède. Alors, on parle déjà de choses très terre à terre, c'est-à-dire trouver le professionnel où il est, mais aussi financièrement. Parce que, alors à l'association, on a fait le choix, en tout cas pour l'instant, que nos actions soient entièrement gratuites, mais les CMP, les CMPP, vous le savez, ont des listes d'attente extrêmement importantes. Donc comment on fait quand on n'a pas les moyens pour être pris en charge? Et ça nous semble être un point extrêmement important, parce que la réparation, bien évidemment, et ça c'est un propos qu'on a, nous, presque au quotidien avec les bénéficiaires, ne passe pas que par la justice. Voilà, on essaye de rappeler qu'il faut aussi travailler sur l'aspect thérapeutique. J'ai pas mal parlé, donc je vais laisser la parole à notre juriste Bénédicte Quérébel. Merci Laura, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. Laura Morin vous indiquait qu'il y a quelques propositions qui nous paraissent importantes de porter à votre connaissance, même si on sait que vous connaissez notre livre blanc. Et je vais essayer de faire une brève comparaison sur certaines propositions avec le plan de lutte pour pouvoir vous éclairer aussi sur où sont posés les curseurs. Parlons de la prévention d'abord. Sur la question de l'intervention dans les établissements scolaires, sur la sensibilisation aux violences faites aux enfants. Le droit positif prévoit déjà l'obligation qu'il y ait des séances. Le plan gouvernemental vise à renforcer l'effectivité de ces séances. Quand on parle d'effectivité, c'est qu'on fait un constat d'échec, c'est que ce n'est pas en place. Alors que la loi l'impose. Elle n'impose pas de quantum. À l'association de l'Enfant Bleu, on aimerait qu'il y ait un quantum, un minimum d'heures annuelles mis en place. On ne peut que souscrire au fait qu'il faudrait déjà que ça soit effectif, évidemment. Mais je crois que Arthur Melon le soulignait. Il faut avoir des objectifs ambitieux. Donc renforcer et assurer l'effectivité des séances de prévention au sein des établissements scolaires, ça nous paraît être primordial. C'est ce par quoi il faut commencer avant même que les enfants soient victimes. Vous le savez, notre livre blanc est construit sous une vision chronologique du parcours de la victime.
avant même d'être victime par la prévention, et aussi du coup à travers tout le parcours judiciaire qu'une victime mineure ou majeure peut avoir à subir. On finit d'ailleurs par le traitement du coup des auteurs condamnés. Pour pouvoir détecter les victimes, il faut être formé. Il faut avoir une capacité à pouvoir détecter les signaux faibles de la maltraitance. Donc, une de nos autres propositions phares, c'est de développer la formation initiale et continue auprès des professionnels de la protection de l'enfance au sens large. C'est évidemment aussi une proposition de la Civise et du plan gouvernemental. Le plan gouvernemental, puisqu'on est interrogé spécifiquement sur la question, prévoit de renforcer l'éducation à la vie sexuelle à l'école et dans les lieux de vie des enfants. Donc ça recoupe aussi sur la question de la prévention, mais à notre sens, ça paraît être un petit peu décalé par rapport aux propos de la formation. Il serait peut-être de bon ton de former les professionnels de l'éducation nationale sur les sujets. Voilà. Autre proposition, j'essaye d'être relativement rapide, et proposition qui nous est très importante, c'est la proposition liée à l'immunité ordinale, qu'on a nommée comme ça en tout cas, l'immunité ordinale des professionnels de santé. Dans le livre blanc développé par l'Enfant Bleu, c'est ciblé autour des médecins. Il y a une volonté, a priori, du gouvernement de travailler sur une refonte des textes au niveau des différents ordres paramédicaux et médicaux, pour pouvoir en fait garantir une immunité aux professionnels de santé qui signalent et qui font primer l'intérêt de l'enfant sur leur secret médical. Il existe une immunité pénale qui font qu'ils n'auront pas de poursuite. Il existe une immunité civile, mais il n'existe pas d'immunité ordinale à proprement dit. Et ça nous paraît être un vrai levier pour pouvoir permettre aux professionnels de santé de se sentir libres d'agir en protection et de se placer en protection des enfants. Je vais vous en proposer une dernière. Je la choisis. Ok. Sans pression. Sur la création du fichier national des informations préoccupantes et des signalements. En fait, l'association demande la création de 2 fichiers en réalité. La possibilité de créer un fichier national, enfin de pouvoir consulter le FIGES en tant qu'employeur de la protection de l'enfance et que ça puisse être renouvelé, que ça puisse être vérifié plusieurs fois au travers d'un emploi, y compris du coup pour les employeurs privés. Et celle que je visais là spécifiquement, c'est la création d'un fichier national des informations préoccupantes et des signalements, fichier qui n'existe pas en l'état, dans le cas d'une famille qui déménage et qui avait été suivie, qui a bénéficié d'un accompagnement éducatif par les services du département, que l'origine du mandat soit judiciaire ou administratif. Quand la famille déménage, le dossier peut avoir beaucoup de mal à suivre. Il y a des dispositions qui existent, mais c'est au bon vouloir des départements, au bon pouvoir des départements, puisque malheureusement, il n'est pas forcément toujours une question de volonté, mais de possibilité administrative de le faire. Et dans beaucoup de nos dossiers de constitution de partie civile, c'est ce qui se passe. Les dossiers mettent trop de temps à suivre ou ne suivent pas du tout. Et il finit par advenir au décès des enfants. Voilà. Voilà. Je pense que les 2 minutes sont épuisées. Merci beaucoup, mais je vous ai dit, après, on pourra de toute façon rééchanger. Je laisse la parole le côté enfance et partage. Madame la Présidente. Fonctionne. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Donc, je ferme la marche de ces doléances, ou en tout cas de ces efforts que la société française doit faire pour la protection de l'enfance. On s'aperçoit à travers les multiples propositions des difficultés que nous rencontrons. Nous les rencontrons sur le terrain, de la même manière que nombre d'associations. Donc, je vais faire l'économie de notamment deux préconisations, puisque la première, nous y étions associés avec le collectif pour l'enfance, qui est l'ordonnance de sûreté, que évidemment nous cautionnons totalement dans sa rédaction et en tout cas dans sa promotion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous semble important. Et puis, on va enchaîner sur la partie notamment du monde des professionnels. Nous sommes, nous, associations de terrain, évidemment présents auprès des professionnels dans le cadre de la formation. Dans le cadre de nos présentations que nous faisons. Alors on s'aperçoit également, nous, nos témoignages sont assez clairs sur le sujet et nous souhaitons en tout cas relayer les préconisations qui sont faites à la fois par la Civise ou à la fois par le plan gouvernemental, notamment
pour ce volet de formation qui nous semble quand même vraiment être quelque chose de très important, qu'il faudrait à tout prix renforcer. Et puis, nos expériences de terrain nous amènent également à vraiment identifier une véritable frilosité, une crainte de certains professionnels, en tout cas, d'aller voir ou entendre la réalité, qui est la réalité, tout simplement, de la maltraitance de certains enfants. Dans nos présentations, on s'en aperçoit. C'est souvent d'ailleurs en fin de présentation que les professionnels viennent nous dire ou nous avouent un peu... C'est vrai qu'on hésite parce qu'il y a la hiérarchie, parce qu'il y a les parents, parce qu'il y a la remise en cause de notre propre parole, etc. etc. Donc on sent véritablement que cette dimension-là est une dimension manifestement importante de notre point de vue. Notre combat depuis des années sur la prévention dans les écoles et auprès des professionnels le montre. Donc je pense qu'il faut que l'on accélère sur ce sujet-là. C'est une des préoccupations, en tout cas dans notre association, et qui est vraiment très très importante. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie, en tout cas des professionnels. Peut-être je pourrais ajouter également un autre point qui est évoqué, je crois que c'est la Civis qui l'évoque, qui est quelque part la complexité, en tout cas des circuits, qui évidemment peut parfois dissuader certains professionnels d'engager en tout cas les actions qui seraient nécessaires à engager. Donc voilà un des points qui nous tient à cœur. Un autre point peut-être qui, en tout cas aujourd'hui, n'est pas forcément mis sous le feu des projecteurs, c'est l'activité d'administrateur ad hoc. Alors cette activité d'administrateur ad hoc, Français Partage aujourd'hui est administrateur ad hoc en tant que personne morale, mais donc on dédie des personnes physiques bien entendu. Il nous semble aujourd'hui que c'est un point extrêmement important si on veut être à la hauteur des résultats demandés par l'ambition du plan gouvernemental. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Je vais vous citer un simple exemple qui est un exemple de terrain sur La Rochelle, qui est mon endroit de bénévolat. Sur La Rochelle, une demande a été faite pour être administrateur ad hoc, puisque les demandes... Excusez-moi, c'était juste le minuteur que j'avais mis. Donc comme ça, j'ai mon petit chrono. Pour terminer sur cet exemple-là, une personne qui sont déjà difficiles à identifier et en tout cas à encourager à prendre cette activité-là, c'était portée volontaire. Ça fait 14 ou 15 mois qu'on attend. Cette personne avait fait un choix. Soit c'était médiateur justice, soit c'était administrateur ad hoc. Nous sommes toujours dans l'attente. Voilà. Comment ? On n'a pas de réponse des greffes. D'ailleurs, il y a une des propositions, il me semble-t-il, peut-être qu'il y a des personnes plus au fait que moi, de la Civis sur un transfert, en tout cas de décision au procureur de la République pour accélérer les choses, de mémoire. Donc voilà, c'était simplement pour vous donner cet élément-là par rapport à l'administration ad hoc. Donc le délai d'agrément qui est important, mais ça va bien au-delà de tout ça. Je pense qu'il y a vraiment la révision du statut dans son ensemble. Il y a une homogénéisation complète de la pratique qui est importante, et puis homogénéiser donc la formation. Mais là, évidemment, la dimension est beaucoup plus importante, probablement. Mais ce qu'on y voit, nous, c'est quand même quelque part une sorte parfois, il y a des injonctions paradoxales comme ça, mais celle d'un plan qui veut lutter pour mettre en place des choses dans le cadre de la protection de l'enfance, et puis, sur le terrain, une véritablement absence de ressources ou de capacité à faire. Voilà, je pense que le temps était imparti. Ah, pardon. Est-ce que tu veux intervenir ? Daniela peut intervenir un peu plus précisément, si tu veux, sur la partie prévention. Madame la Présidente, Messieurs, Madame les députés, je vais vous évoquer plutôt le volet la prévention parce qu'en Français Partage, et ces deux champs d'intervention, c'est l'accompagnement et la prévention. Et nous, actuellement, on fait de la prévention niveau enfant et niveau professionnel.
niveau parents aussi, avec notre ligne d'écoute à le parent bébé. Et justement, sur le plan gouvernemental, il y a ces niveaux de prévention et précoce, et que nous, on a déjà un système qui aborde l'âge de l'enfant de 0 à 3 ans. Mais après, c'est une véritable proposition de pouvoir élargir en fait l'âge de l'enfant. Après, je voulais faire le lien, et juste pour dire à ce que Claude vient de dire tout à l'heure, c'est que nous, en faisant des actions de prévention auprès des enfants dans les deux volets, les droits des enfants et toutes les formes de violence, ça nous permet en fait de remonter certaines difficultés qu'on trouve comme association agréée en tant que complémentarité à l'éducation nationale. Et c'est pas forcément le dysfonctionnement, mais le manque en fait des concordances entre les plans, que ça permet aussi d'évoquer en fait plusieurs obstacles et plusieurs difficultés des personnels de l'éducation pour parler et aborder certains types de thématiques avec les enfants. Et nous, on est là aujourd'hui pour parler de la prévention auprès des professionnels et pour pouvoir en fait proposer des actions pour faciliter en fait le travail des professionnels. On trouve en fait des difficultés comme l'apport pour faire un signalement. Et la difficulté en fait d'évaluer le risque qui vient de faire un signalement ou une information préoccupante, les blocages de leur hiérarchie et la connaissance parcellaire en fait du système de la protection de l'enfance et des relais mis à leur disposition, la complexité des démarches et notamment, comme ça a été évoqué tout à l'heure, le rôle en fait des professionnels de la santé. Et du coup, nous, on est là et on se positionne aujourd'hui pour élever les freins, les craintes, les doutes et de ces professionnels en simplifiant les parcours et en les rendant plus simples et plus rapides. Systématiser aussi dans le champ des professionnels, ça ne marche pas de la même manière dans chaque secteur professionnel. Et nous proposons en fait un protocole qui puisse identifier des personnes ressources et qui puisse en fait décrire les démarches à faire et dans chaque secteur, un accompagnement professionnel. Et nous, on est complètement d'accord avec les propositions du plan où c'est marqué un accompagnement professionnel. La diversification aussi des outils de prévention, pas que seulement dans une voie numérique. Et la formation, surtout la formation des professionnels et qui puissent se faire en fait en amont. Pas dans la sensibilisation des professionnels après qu'ils soient dans le terrain, mais plutôt avant, pendant les formations. Et je profite aussi, si j'en ai encore un peu plus de temps, pour nous, on est aussi positionné sur une proposition sur le syndrome de bébé secoué. Et ça permet aussi d'aborder l'objectif numéro 6 de ces plans et pour préciser, en fait, pour développer les données et les données sur les violences et sur les statistiques, surtout, on n'a pas aujourd'hui un peu plus de spécificité sur ces types de maltraitance auprès des nourrissons. Et on propose aussi des formations, pas que seulement aux parents et futurs parents, mais aussi aux professionnels de la santé et aux professionnels qui sont en contact avec les enfants. Et un travail aussi législatif pour interdire en fait l'exercice à titre définitif d'une activité professionnelle et bénévolat impliquant un contact habituel avec des mineurs, parce que nous on a été déjà positionnés sur des cas de syndrome de bébé secoué et c'est la remontée qui sont faits dans les cas avec les parents.
excusez-moi, peut-être juste pour compléter et en terminer sur ce point, parce que c'est relativement important, c'est en effet une proposition de loi que l'on a, en tout cas qui a été une proposition d'évolution législative qui a été déposée par Agathe Morel, qui est notre avocate, sur ce sujet que vient précisément d'évoquer Daniela, sur les condamnations d'une personne physique coupable des infractions prévues à l'article L222-7 lorsqu'elle est commise dans les circonstances prévues à l'article 222-8, qui est l'interdiction d'exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs. Cette proposition d'évolution législative a été déposée il y a 8-10 mois. Alors, je pense qu'elle n'a pas été déposée par votre juriste, mais sûrement par un député. Oui. Puisqu'en général, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc, voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on ait le nom du député pour la retrouver. C'est parce que si on cherche avec ce que vous venez de nous dire, on ne la trouvera jamais, en fait. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous donner le nom du député qui l'a déposé. N'hésitez pas. Je vais laisser la parole dans un premier temps à Monsieur Léo Walter. Merci Madame la Présidente, merci à vous pour ces présentations extrêmement éclairantes. J'avais prévu quelques questions auxquelles vous avez déjà en grande partie répondu. Une première partie sur la question effectivement des parents protecteurs et en particulier des mères protectrices. Vous le savez sans doute, en tant que député, on reçoit beaucoup de monde dans nos permanences. Et puis quand on est identifié comme appartenant à la délégation aux droits des enfants et quand on a fait un certain nombre d'interpellations sur les préconisations de la Ciivise, on est souvent interpellé sur ces questions-là. Ce qui est mon cas. Moi, j'aurais besoin vraiment d'éclairage sur ce qu'on peut faire. Alors, à la fois d'un point de vue légistique, vous avez en partie répondu, mais également en termes d'aide et d'accompagnement de ces femmes. Alors je parle de femmes parce que ce sont uniquement des femmes qui viennent me voir, en particulier avec un aspect moi qui me semble particulièrement délétère, c'est quand il y a une situation de blocage avec le tribunal ou avec le JAF, toutes les interventions qu'elles peuvent faire, souvent accompagnées de leurs avocats, passe en fait pour une aggravation du diagnostic de folie ou de syndrome d'aliénation parentale qui est porté sur ces personnes. Et donc, ma question est comment sortir de ce cercle vicieux qui est particulièrement, de mon point de vue, problématique. J'ai une deuxième question sur les experts. Très souvent, on me parle de la question des experts auprès des tribunaux, plus ou moins experts d'ailleurs, selon les situations. C'est une situation que j'ai déjà rencontrée dans ma vie personnelle sur les questions de viol également, c'est-à-dire qu'on a des experts qui sont mandatés pour venir expertiser les victimes et dont le comportement au cours de cette expertise est particulièrement problématique, voire contre-productif. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et puis ma dernière question, là c'est l'instituteur qui vous parle. Je fais partie de ces enseignants qui sont rentrés en classe à partir de janvier 2021, après les premières révélations sur le nombre de cas, en se demandant chaque jour qui était l'élève ou les élèves qui étaient victimes dans sa classe. Malgré les récents progrès, je pense en particulier au guide à destination des professionnels de la Ciivise, qui est pour moi une nette avancée. Il y a toujours aujourd'hui une immense solitude des enseignants dans leur classe, à la fois pour repérer, mais aussi pour répondre ou pour mener ces séances de sensibilisation. C'est extrêmement compliqué parce qu'ils ne sont pas formés ou pas suffisamment formés, parce qu'ils ne sont pas accompagnés. On se retrouve souvent très seul. Moi, je viens d'un département rural où on est souvent seul ou deux dans une école. Quand on a fait un signalement et qu'un parent d'élève vient vous chercher à la sortie de l'école, c'est particulièrement compliqué. Et puis également parce que ça renvoie pour tous, pour toutes, à des histoires intimes. C'est-à-dire que moi, je me rappelle d'une anecdote rapportée par une collègue enseignante qui, en 2021, justement, va parler en salle des maîtres avec ses deux collègues, femmes également, et puis il y a un blocage absolu, un refus absolu des deux autres collègues de parler de ces situations, et puis au cours de la discussion, ils se rendent compte que pour l'une, c'est la mère qui avait été victime, pour l'autre, c'est la fille qui était victime, et pour la troisième, c'est l'enseignante elle-même qui avait été victime. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire, de mon point de vue, sur l'accompagnement également psychologique, intime, personnel de ces professionnels qui doivent répondre à des problématiques qui les dépassent. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Walter. Au-delà d'accompagner, je pense qu'effectivement, il faut qu'on puisse mettre en place un pool ou des espèces de remplacements quand un enseignant n'est pas en capacité d'effectuer ces heures d'éducation à la sexualité qui peut s'entendre quand on a été victime, ça peut appeler à l'intime. Et je pense qu'il faut qu'on mette en place effectivement des pools qui puissent venir appuyer ces enseignants-là. En tout cas, je pense que c'est une réflexion à avoir. Madame Pasquini ? Merci Madame la Présidente et merci à tous d'avoir accepté voilà, d'être auditionnés aujourd'hui. Et c'est super important de vous avoir ici parce que vous êtes sur le terrain et on a toujours des informations qui sont précieuses lors de ces auditions. Alors moi, je suis comme mon collègue Léo Walter, je suis aussi enseignante et j'ai eu à faire face aux mêmes difficultés que lui. Je crois par contre, et je pense que Léo, tu partages cette position aussi, que l'école est vraiment un formidable outil de détection des violences qui sont faites aux enfants. C'est l'endroit où tous les enfants vont. Mais on le voit, les enseignants ne sont pas assez formés. On ne dispose pas d'assez de temps pour se poser, pour observer les enfants dans leur comportement. On a des classes qui sont surchargées. Parfois, voilà, on a des classes avec des élèves en situation de handicap. Donc, un enseignant peut pas tout faire et il a déjà beaucoup de choses à gérer. Mais quoi qu'il en soit, ces enfants, on a beaucoup parlé du moment où soit quelqu'un dénonce pour eux, soit ils prennent la parole. Mais il y a aussi un moment où les enfants doivent se sentir à l'aise pour pouvoir dénoncer. Et moi, j'ai un petit peu l'impression, au fil de ces auditions, qu'il nous manque cet espace de parole libre, de bulle, de moments où les enfants peuvent savoir qu'il y a effectivement un adulte, même plus ou moins formé, qui soit prêt à les entendre, à les écouter en cas de souci. Et j'ai l'impression que dans la vie qu'on a maintenant tous les jours, un peu rythme effréné, l'école, les loisirs, les parents qui travaillent, on n'a pas le temps d'écouter les enfants. Et donc, il y a ce souci-là aussi de pouvoir trouver ces moments-là, que ce soit à l'école ou ailleurs, mais un moment où l'enfant se sent à l'aise pour exprimer ses sentiments, pour dire s'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut peut-être pas toujours détecter de nous-mêmes, et il manque en fait cette étape où c'est l'enfant qui, à ce moment-là, est acteur lui-même de cette prise de parole. Mais cela nécessite aussi qu'il puisse connaître ses droits, qu'il puisse connaître quelles sont les limites. Et là encore, voilà, c'est peut-être un moment qui, à l'école, devrait être plus identifié. Et on en discutait tout à l'heure. Alors, je voulais savoir si, avec votre expérience, vous avez vu des situations dans d'autres pays, peut-être, où ce temps de parole se crée, où ce temps d'éducation aux droits des enfants se fait à l'école de manière plus effective qu'en France. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est fait par des enseignants? Est-ce que parfois ça se fait autrement? Est-ce que y a différents outils pour pouvoir le faire? Est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres pays? Et puis on a parlé aussi du parcours de soins des victimes, et moi je partage là aussi vos sentiments. Je voulais savoir si vous aviez aussi identifié des manières de faire pour que ce parcours de soins soit plus fluide et que tout le monde puisse y accéder une fois que les victimes dénoncent, mais aussi le parcours de soins de ceux qui sont responsables de ces actions de violence à l'encontre des enfants, de viols, d'agressions sexuelles. Comment on peut les soigner? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et quel est votre avis sur voilà, le rôle de la justice restaurative, par exemple? Merci. Merci beaucoup. Je vais me permettre d'ajouter quelques questions. Moi, j'aurais aimé avoir le retour de votre ligne téléphonique. Est-ce qu'il y a eu une évolution suite au Covid, suite à tout ça? C'est voilà, avoir une évaluation un peu qualitative, quantitative de tout comment ça évolue. Vous avez évoqué le dispositif Allo Parents Bébés. Si vous pouvez nous détailler un petit peu et voir comment ça évolue, parce qu'on parle beaucoup de l'école.
Et c'est là aussi où j'aimerais vous entendre, c'est quid du soutien à la parentalité dès le plus jeune âge, j'allais dire dès la naissance de l'enfant, parce que quelque part ça peut déjà être trop tard quand c'est l'école, donc voir si vous avez des préconisations à ce niveau-là. Quant à l'administrateur ad hoc, effectivement il y a un sujet, j'ai en plus été interpellée par France Victimes récemment, qui sont très en difficulté avec le dispositif, que ce soit financier ou comme vous là actuellement sur les grèves. Donc si vous avez des propositions, c'est aussi le moment de vous entendre sur ces points-là. J'ai oublié de vous demander aussi les enseignements tirés du guide sur la coparentalité que vous avez édité, voir ce qu'il en est. Et puis c'est tout pour le moment, d'après ce que j'ai compris de mes collègues. Donc on va déjà vous laisser répondre à tout ça, puis on verra après. Merci. Qui veut commencer ? Alors, je commencerai peut-être par répondre sur la ligne téléphonique. Donc, à l'association, effectivement, on a une équipe d'écoutants pour prendre les appels tout au long de la semaine, du lundi au vendredi. Évidemment, quand la ligne est fermée, on renvoie vers le 119. Faut savoir qu'effectivement, on a connu un vrai tournant au moment du confinement. Puisque, alors, on a fait partie des associations d'ailleurs qui ont pris une partie des appels du 119, puisque le 119 s'est retrouvé quand même débordé. Au sortir du premier confinement, on a eu un pic d'appels qui est monté à plus de 800 appels dans le mois. Ici, je devais vous donner des chiffres qui parlent un petit peu. Si on regarde le nombre d'appels entrants entre l'année 2019, donc avant Covid, et 2022, on est à plus 50% d'appels. Donc, c'est extrêmement massif. Je suis au sein de l'association depuis 10 ans. Quand je suis arrivée à l'association, on était en capacité de traiter une demande en à peu près 48 heures. 48 heures au maximum. Aujourd'hui, on a des délais d'attente, malheureusement, qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines, 1 mois. Et quand on est face à ce délai d'attente, bien évidemment, on va renvoyer, on propose aux bénéficiaires de pouvoir appeler d'autres structures, parce qu'on ne va pas les laisser attendre indéfiniment. Mais en tout cas, il faut avoir en tête ça, c'est que les associations comme les nôtres sont extrêmement, extrêmement demandées. Ça rejoint d'ailleurs un point qui est le 119, où on a aussi des gens qui nous appellent pour nous dire qu'ils n'arrivent pas toujours à joindre le 119. Donc on a toujours été l'Enfant Bleu en soutien du 119 parce qu'ils font un travail incroyable et qu'il y a besoin d'avoir autant d'écoutants que possible pour pouvoir répondre aux appels. Sinon, pour rebondir à vos différentes questions, je crois qu'il y a un point commun qui est la prévention. Quand vous parliez d'un temps d'espace de parole, quand vous parliez des professionnels, c'est des moments où non seulement on interagit avec les enfants, bien évidemment, puisque notre première intention est de pouvoir sensibiliser les enfants, mais avant de rencontrer les enfants à l'association, on a décidé de rencontrer les équipes pédagogiques et de rencontrer les parents avant de rencontrer les enfants. Et c'est vrai que ce sont des espaces où les équipes peuvent tout simplement exprimer leurs besoins d'accompagnement, parfois la difficulté effectivement de faire une IP ou un signalement parce qu'ils sont confrontés aux parents. Je crois que cet accompagnement des professionnels est vraiment central. À l'association d'ailleurs, on reçoit régulièrement des appels de professionnels qu'on accompagne. Ce sont d'ailleurs les juristes et les psychologues qui prennent directement ces appels. Le 119 d'ailleurs a créé aussi un service dédié aux professionnels pour qu'ils puissent appeler. Donc je crois qu'il faut prévoir ce temps-là. On le sait, alors je pense que c'est pas tabou de le dire, mais c'est pas toujours simple avec la hiérarchie de pouvoir tout simplement se saisir des cas, de pouvoir faire remonter les cas. Parfois ils se sentent vraiment abandonnés, donc il faut leur donner la possibilité de trouver d'autres moyens de signaler et de trouver des relais si eux ils ne sont pas en capacité de le faire, qu'il puisse y avoir des relais. Et je crois qu'en France on a un tissu associatif extrêmement riche, extrêmement important, qui est en capacité de pouvoir répondre à ça. C'est vrai qu'on en a souvent discuté avec Isabelle Debré, notre présidente, ce souhait de pouvoir vraiment mailler le territoire. On est plusieurs associations à être vraiment compétents sur ces questions de prévention notamment. Pourquoi pas vraiment allier les forces et que chacun puisse intervenir là où il est présent. Et je pense effectivement Enfance et Partage qui en fait depuis longtemps, Colosse au pied d'argile, enfin il y a différentes associations. Si on se mettait tous ensemble, je pense qu'on pourrait effectivement travailler. Et il y a un autre point, je suis désolée de le dire aussi, c'est qu'il va falloir aussi soutenir les associations financièrement. On nous demande tous les jours
On nous demande tous les jours de développer nos programmes, mais notre défi, et je pense qu'Enfance et Partage me rejoindra, notre défi est de trouver les finances tout simplement pour y aller. Dernier point sur la prévention, qui je pense est parlant. Dans plus de 90% des cas, franchement, on n'est pas loin des 100%, il y a des révélations à l'issue de nos passages. Alors évidemment, on a mis des protocoles en place, des process, excusez-moi, en place, parce que toutes les révélations n'ont pas le même degré de gravité, mais ça montre en tout cas que ces actions de prévention offrent notamment un espace de parole aux enfants. Et c'est vrai qu'ils vont aller plus spontanément se livrer. On les aide effectivement à identifier les personnes autour d'eux qui peuvent être ressources. Ils arrivent à comprendre qu'il n'y a pas que papa, il n'y a pas que maman, il y a la dame de la cantine, effectivement plus ou moins formée, mais qu'en tout cas, il y a une possibilité de parler. Et je laisserai peut-être juste Bénédicte compléter sur les experts, parce que je sais qu'on a un point là-dessus dans notre livre blanc. Merci Laura. Je vais me permettre de compléter ton propos sur la question de la prévention et de comment est-ce qu'on vient en aide aux enseignants, puisque c'est vos questions. Ils sont placés dans des situations de conflit d'intérêts, finalement, puisque vous connaissez bien les parents, vous connaissez bien les enfants, vous êtes pris par votre hiérarchie. C'est difficile, du coup, de devoir acter des choix qui, on le sait, peuvent être lourds de conséquences pour les enfants et aussi parfois lourds de conséquences pour son positionnement professionnel dans la relation qu'on entretient avec les parents et avec sa hiérarchie. Ça peut paraître bête de le rappeler et en même temps, c'est ce qu'on fait à chaque professionnel qui nous appelle, à chaque professionnel de l'éducation nationale qui nous appelle pour nous demander, pour nous dire, bon bah voilà, j'ai eu des révélations, qu'est-ce que j'en fais ? Ma hiérarchie me suit ou me suit pas, c'est pas forcément le propos. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est une obligation pour tout citoyen de signaler tout fait commis sur un enfant. Et pour un fonctionnaire, et je crois que les professionnels de l'éducation nationale ont ce statut, il y a une obligation de signaler sans délai. Voilà. Et ça peut paraître bête et assez rigide de rappeler la loi. En même temps, je suis juriste, c'est mon métier. Quelque part, c'est rigide et en même temps, j'ai tendance à trouver ça assez facilitant. Il n'y a pas de choix à opérer. La loi impose de signaler sans délai. Voilà. Vous n'êtes pas les professionnels de l'éducation nationale, maîtres de l'évaluation. Il y a des éléments préoccupants, on transmet. Voilà. Ça peut paraître un peu hors sol comme propos, de dire en fait vous êtes une courroie de transmission comme une autre, parce que vous êtes aux prises avec les parents, la hiérarchie, les enfants directement. Et en même temps, c'est une pierre à l'édifice, c'est une transmission. Il vaut mieux avoir peut-être transmis et sans que ça soit suivi d'effet que ne pas transmettre. L'autre interlocuteur, puisque on sait que la loi est difficile à changer et ça peut prendre beaucoup de temps, on renvoie facilement les professionnels vers les CRIP, les cellules de recueil des informations préoccupantes, parce que localement, ils connaissent le maillage associatif, ils connaissent les dispositifs et les moyens facilitants d'agir en protection d'un enfant, et ils ont les informations. Vous, en tant qu'enseignant, les enseignants au global ne sont pas forcément au courant de savoir si la famille a déjà été connue des services sociaux, s'il y a déjà eu des accompagnements éducatifs. La CRIP le sait. Et en appelant la CRIP, on peut aussi avoir un appui technique, un appui concret à la réponse de savoir « j'ai eu des révélations, qu'est-ce que j'en fais ?» Voilà. Ils sont là pour ça aussi. Voilà pour le petit complément sur la question de la prévention. Sur la question des experts, on a une proposition dans le livre blanc en ce sens. L'association L'Enfant Bleu, comme beaucoup d'autres associations, je pense, prône le fait que les expertises diligentées pour les victimes mineures ou majeures, d'ailleurs, notamment sur l'aspect psychologique, puissent être des experts spécifiquement formés et qu'ils puissent... Alors, ça pourrait être matérialisé sous la forme d'un dossier spécifique. Aujourd'hui, pour devenir expert auprès d'une cour d'appel, on a un dossier unique pour tous les experts. On coche la case du champ d'expertise dont on dépend, on produit les diplômes demandés et ensuite on attend l'examen par la cour d'appel. Il pourrait être envisagé qu'il y ait un dossier spécifique par rapport aux experts psychologues et psychiatres, par exemple, qui soient en situation de démontrer qu'ils ont une formation spécifique en psychotrauma. Parce que le psychotrauma est une matière spécifique de la psychologie. Être psychologue
ça ne veut pas dire qu'on est spécialisé en psychotrauma. C'est comme pour dire qu'en fait on est juriste. On peut être juriste en droit rural ou en droit de l'enfant. C'est clairement pas la même matière. C'est important d'être spécialisé. Donc l'association fait une proposition en ce sens. On n'a pas de proposition de rédaction législative à proprement dit, mais ça nous paraîtrait être absolument nécessaire. En tout cas, c'est le choix qui est fait à l'interne à l'association, puisque nos psychologues ne sont que des psychologues formés au psychotrauma. Et bon, a priori, ça fonctionne plutôt bien, la prise en charge des victimes. Voilà. Voilà, sur l'administrateur ad hoc, on a quelques éléments de réponse aussi. Alors, je crois que votre question, Madame la Présidente, c'était de savoir comment réformer ce statut. Je crois qu'on est à peu près... Bon, je pense que oui, au global, il faut réformer le statut. Alors, les conditions d'exercice des mandats d'administrateurs ad hoc sont extrêmement disparates d'un département à l'autre. Ces partages, vous en savez quelque chose. On constate aussi à l'Enfant Bleu, du fait qu'on ait du coup un ancrage national, on entend parler du coup des pratiques de l'administration ad hoc, et il suffit de prendre le bassin parisien pour voir aussi que les pratiques sont extrêmement différentes. Pouvoir réformer ce statut, c'est permettre et garantir aux enfants d'avoir un accompagnement judiciaire de qualité pendant toute la procédure qui les concerne. C'est de pouvoir comprendre ce qu'il se passe et donc d'avoir une représentation assez fidèle du fonctionnement de la justice. À l'Enfant Bleu, on considère que c'est une représentation qui est capitale pour leur vie future d'adultes aussi, de confiance en l'institution judiciaire et de capacité à s'approprier leur parcours de victime et à pouvoir fermer la parenthèse aussi parce que ça a été correctement accompagné. Aujourd'hui, pour devenir administrateur ad hoc, il faut être âgé de plus de 30 ans et avoir une capacité certaine à pouvoir représenter un enfant. Il n'y a pas d'exigence de formation, il n'y a pas de spécificité de métier, et encore que ça, c'est pas forcément un sujet. On peut être assistante sociale, juriste, psychologue. Pour être administrateur ad hoc, on a tout à fait les compétences. Mais encore faut-il être spécifiquement formé. Ça reste un métier très ancré dans la procédure et c'est très technique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de formation et c'est assez dommageable pour certains professionnels. Évidemment, l'autre grand levier, c'est la question de la rémunération des mandats. C'est d'ailleurs pour ça, principalement, que la profession, le métier, les fonctions n'évoquent pas beaucoup de vocation. C'est extrêmement mal défrayé, le ministère de la Justice le sait, mais ça coûterait très cher de mieux réformer les mandats. Voilà, donc il y a encore une fois une question de moyens. C'est crucial. Un mandat en matière civile, il n'est pas question forcément de... Par exemple, un enfant pour lequel on va recouvrer des dommages et intérêts, le mandat est de nature civile, c'est 200 € le mandat, à la payer à la fin. C'est dérisoire par rapport à la charge de travail. Voilà. Merci. Qui veut prendre la parole? Allez-y. Tout simplement peut-être en rebond à ce que vient d'évoquer ma collègue Bénédicte sur la partie administration ad hoc. Je l'ai évoqué comme une des préoccupations, en tout cas, de notre association. La réforme du statut s'impose de facto quasiment aujourd'hui. On voit bien qu'un certain nombre de professions, mandataires judiciaires, là on parle de la protection d'un enfant, et ce statut n'a pas été réformé depuis des dizaines d'années. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur et d'important. C'est un des axes de la protection sur lequel il nous faut vraiment zoomer. Peut-être pour revenir sur les propos et les questions de Mme Pasquini et de M. Walter, sur cette notion d'espace de parole pour les enfants, nous, notre expérience nous montre qu'en effet, lorsqu'on installe alors non pas une complicité, mais un environnement bienveillant, un environnement qui permette, en tout cas, de libérer la parole, je dirais presque malheureusement, les enfants parlent. Nous, les associations, en tout cas Enfance et Partage, n'intervient pas dans une logique de repérage. Ce n'est absolument pas notre propos. Nous sommes simplement en prévention. Mais on s'aperçoit, par exemple, à travers notre jeu ludique, qui est un jeu sur tout simplement les droits des enfants, et qui les fait tout simplement se séparer en petits groupes. Ils sont 4 ou 5.
Moi, ma simple expérience de bénévole, ce n'est que moi. J'ai eu 2 ou 3 enfants qui se sont livrés à l'issue de ce type d'intervention. Quand on installe ce climat bienveillant et qu'ils se sentent en sécurité, voilà, ils parlent. Donc, pour rebondir sur, en tout cas, la suggestion de Madame Pasquini, ce que vous dites sur l'espace de parole, oui. Après, nous, on ne peut livrer que le témoignage qui est de notre action, tout simplement. Faut-il le généraliser d'une manière différente? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce dont on s'aperçoit, c'est sans aller au repérage, on s'aperçoit en réalité que la libération de la parole intervient dans ce cadre-là, quand nous intervenons sur ce bénévolat. Sur la partie accompagnement des professionnels, c'est certainement très vrai aussi. On s'en aperçoit aussi, par exemple, pour être extrêmement direct, avoir été nous-mêmes blacklistés sur certaines écoles, parce que nous avons fait un signalement ou une information préoccupante, parce que tout simplement le professionnel ne souhaitait pas dénoncer un fait pour des raisons que vous pouvez imaginer, enfin peu importe, il peut y avoir plusieurs raisons, mais peu importe en tout cas, et on outrepasse bien loin ce que vous venez d'évoquer, Bénédicte, sur la notion de simple citoyen, où c'est je veux dire, déjà avant tout, avant même d'être le professionnel de l'éducation nationale, c'est notre rôle de simple citoyen. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une petite illustration, donc c'était important. Donc je pense que oui, bien sûr, tout ce qui pourrait encourager, en tout cas, peut-être de dédier un temps précis pour pouvoir échanger, débattre, et on le voit, nous, alors on parle de l'éducation nationale parce que c'est ce que vous venez d'aborder, mais on le voit sur d'autres secteurs de la santé, où en fait, chaque professionnel est en fait très demandeur. Tout simplement, c'est une sorte d'état latent où voilà, personne ne dit rien et personne ne veut faire le premier pas. C'est un petit peu ça. Donc en effet, je pense que ça serait probablement très bienvenu qu'il y ait un espace d'échange autour de ces sujets-là. Voilà, c'est quand même quelque chose d'extrêmement préoccupant quand on veut construire l'avenir demain de notre nation avec les enfants. Je pense que ça peut mériter un peu de temps, quoi. Donc oui, mille fois d'accord, et pour apporter notre modeste contribution évidemment associative, mais si on peut le faire, bien sûr qu'on le fait, on y serait très favorable. Vous avez évoqué, alors c'est une dimension un petit peu plus difficile, mais que l'on vit également dans la notion de l'accompagnement, Monsieur Walter, sur cette difficulté du parent protecteur. Ça, on y est confronté aussi régulièrement dans des situations qui sont complexes, parce qu'elles sont complexes juridiquement, parce qu'elles sont complexes que oui, logiquement, il ne doit pas y avoir de poursuite pénale si le parent protecteur, en effet, intervient vraiment pour la cause de son enfant, dont il sait que dès qu'il va le remettre aux parents agresseurs, voilà, on sait qu'il va y avoir une nouvelle agression sexuelle dans le week-end. Donc ça, c'est terriblement difficile, douloureux en accompagnement. Je pense qu'il faut vraiment continuer notre combat là-dessus pour vraiment éclaircir d'une façon vraiment drastique et apporter une vraie protection aux parents protecteurs. Donc toutes les décisions qui peuvent aller dans ce sens-là, il faut vraiment le faire. On sent que c'est encore souvent douloureux. Il y a eu un témoignage qui a été évoqué, donc ça nous montre bien les difficultés. Je ne veux pas mobiliser la parole, simplement peut-être pour Madame, vous avez évoqué Allo Parents Bébés, hein, peut-être Daniela qui est à mes côtés, qui est plus proche de nos collègues d'Allo Parents Bébés. Alors c'est quelque chose d'important parce que dans le bébé secoué, évidemment, on se rend compte, enfin les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi, hein, je regardais les chiffres et je me disais... c'est quand même terrible, quoi. Je crois que c'est de l'ordre de 37 000 enfants qui sont touchés par le secouement. 10% vont mourir et 70% vont conserver des séquelles irréversibles. La difficulté, c'est évidemment la survenance des séquelles en fonction de la nature et l'origine du secouement. Ça peut se produire des années après. Donc, Allo Parents Bébés, modestement, c'est aussi, nous, notre contribution, c'est d'intervenir en prévention. Et on intervient avec les groupes de travail pour avoir diffusé un maximum d'informations autour de ça, parce qu'on sait qu'en effet, c'est vraiment l'élément moteur, et que s'il peut y avoir une petite frange
malheureusement, je dirais, de comportements qui sont des comportements criminels, parce qu'il faut les appeler comme ça. Il y a aussi des comportements, je dirais, tout simplement de saturation de parents qui vont peut-être secouer l'enfant sans avoir. La prévention, en tout cas, leur rappeler, et en tout cas évoquer ça dès qu'on peut les avoir, c'est extrêmement important. Ça peut peut-être prévenir un peu cette maltraitance. Daniela, si tu veux ajouter quelque chose sur APB. Et, oui, je voulais faire une précision sur notre ligne d'écoute à le parent bébé. C'est une ligne d'écoute gratuite et anonyme. Et du coup, elle correspond en fait avec tous les principes des 1000 premiers jours. Et l'idée de cette ligne d'écoute, c'est de pouvoir en fait écouter les parents qui sont en difficulté, parce que c'est vrai que l'arrivée d'un bébé, c'est un synonyme de bouleversement dans la vie. Et du coup, il y a beaucoup de questionnements que les parents peuvent se poser. Et la ligne d'écoute est là pour répondre avec des professionnels et de la petite enfance et de la parentalité, pour pouvoir répondre à toutes ces inquiétudes, ces doutes et ces interrogations sur la vie de l'enfant jusqu'à 3 ans. Et après, c'est vrai qu'élargir en fait l'âge de notre ligne d'écoute à cause des moyens et des plein de problématiques qui sont encore liées, mais c'est un outil vraiment efficace et pour le réfléchir un peu plus, pour le faire évoluer. Après, je voulais juste rebondir sur l'intervention de l'Enfant Bleu tout à l'heure. C'est vrai que nous, petites associations, Enfants se partagent par exemple, nous avons 19 comités locaux. On ne touche pas beaucoup de monde, on ne touche pas beaucoup des établissements scolaires. Par contre, c'est vrai que si on a une unification des forces et une coordination en fait du travail de toutes les associations, c'est vrai que ça va faire la différence et dans l'impact que ça peut générer en fait le travail complémentaire à l'éducation nationale, parce que pour le questionnement que vous avez évoqué tout à l'heure, de comment accompagner les professionnels, de comment accompagner les profs dans ce type de situation, c'est vrai que c'est pas information qui est très facile d'accès, mais nous, des associations, on peut en fait aider de certaines manières à informer les enseignantes pour pouvoir agir plus facilement. Enfants se partagent, nous actuellement, on a 12 outils de prévention auprès des professionnels. Nous avons le PRESA, c'est un outil, et on appelle PRESA parce que c'est pour prévenir, repérer, écouter, signaler et agir. Et c'est une séance en fait d'information et de sensibilisation qui est proposée à tous les professionnels en contact avec des enfants. Et nous avons des séances aussi de syndrome du bébé secoué et proposées pour des professionnels en santé et pour des professionnels qui sont en contact aussi avec l'enfance. Et du coup, je crois que voilà, beaucoup d'autres associations aussi ont peut-être une manière différente en fait des actions à proposer. Et l'idée en fait de pouvoir nous asseoir dans une table, réfléchir et voir de quelle manière on peut toucher l'ensemble du territoire, peut-être de manière différente, mais d'unifier en fait notre message à faire passer. Et ça pourrait être un plus pour la protection de l'enfance. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que les collègues ont un point qu'ils voudraient voir éclaircir? Non? Oui. Ah pardon, monsieur, vous vouliez intervenir. Autant pour moi, allez-y. Je voulais juste rebondir sur les questions qui ont été posées, notamment par monsieur le député Walter, sur des points qui me semblent absolument fondamentaux, et à mon avis, il faudrait quasiment 3 jours plutôt qu'1 heure pour en parler de façon correcte. La situation des mères protectrices, où les Nations Unies, par l'intermédiaire de leurs experts, ont rappelé un peu la France à l'ordre sur la façon dont ces dossiers sont traités. Juste 2 pistes de réflexion sur la situation de ces mères protectrices. Dans cette ordonnance de sûreté de l'enfant, il y a une chose qui me semble absolument fondamentale, c'est de permettre que l'enfant soit protégé en se fondant sur la vraisemblance des violences. C'est ce que l'on fait pour les femmes victimes de violences, c'est ce qu'on doit pouvoir faire pour les enfants.
Et c'est d'autant plus important que ça permettrait de déconnecter la question de la protection de l'enfant de la question des suites pénales. L'enquête pénale, elle va durer des mois, voire des années. Ça, c'est un fait. On ne peut pas se permettre d'attendre des mois ou des années pour protéger l'enfant. Donc, il nous faut une arme juridique pour déconnecter la protection de l'enfant des suites pénales. Et cette arme juridique, ça peut être l'ordonnance de sûreté de l'enfant. Et on statuerait en fonction de la vraisemblance des violences. Ce n'est pas du tout une atteinte à la présomption d'innocence, puisque contrairement à ce qu'on dit, y compris dans des discours d'autorité publique, la présomption d'innocence n'a jamais voulu dire qu'on ne pouvait pas prendre de mesures de protection. C'est la raison d'être des JAF et des juges des enfants, d'ailleurs. Hein. Si le juge pénal pouvait tout faire, on n'aurait pas besoin du JAF et du juge des enfants. Donc la première piste, c'est cette question de vraisemblance des violences. Une deuxième piste, c'est le décret du 23 novembre 2021 qui avait indiqué qu'on ne pouvait pas poursuivre le parent pour non-représentation d'enfant tant que les violences alléguées par l'enfant n'étaient pas vérifiées. De mon expérience d'avocat et de l'expérience des 45 associations qui composent le collectif, ce texte n'est pas appliqué par les procureurs de la République. C'est d'ailleurs assez extraordinaire de noter que le procureur de la République, qui est là pour faire appliquer la loi, considère qu'elle ne s'applique pas à lui-même. Donc ce texte n'est pas appliqué. Alors il est certainement mal rédigé, parce qu'il aurait fallu spécifier à peine de nullité, il faut vérifier, il est certainement mal rédigé, mais ça veut dire qu'aujourd'hui ce texte, il est juste là pour faire joli dans le code de procédure pénale. Il faut être clair. Deuxième point, et là je vais parler non pas en tant que représentant du collectif pour l'enfance, mais moi je suis président d'une association qui s'appelle CDP en France pour comprendre, défendre, protéger l'enfance, sur la question des expertises qui est absolument fondamentale. On a parlé depuis le début de l'après-midi des signalements. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui deviennent aussi ces signalements après coup. C'est le traitement judiciaire. Et on se rend compte que les expertises qui sont ordonnées, la collègue de l'Enfant Bleu l'a indiqué, sont confiées à des personnes qui ne sont pas du tout formées, pas formées en psychotrauma, et ça donne des résultats totalement catastrophiques. Pour vous donner une illustration, j'ai eu une expertise il n'y a pas longtemps à Rennes, où une experte psychologue vient dire dans son expertise que l'enfant qui dénonce des violences ment, parce que lorsqu'il dénonce les violences, ses yeux s'orientent vers la droite, alors que lorsqu'on fait appel à ses souvenirs, les yeux doivent s'orienter vers la gauche. D'un point de vue scientifique, c'est juste risible. Et ça n'aurait pas des conséquences dramatiques, que ça serait presque comique. C'est ce genre d'experts qui sont désignés. Et c'est tellement dramatique que ces expertises, ce sont des machines à enterrer les signalements. On se rend compte dans les dossiers qu'on a eu des alertes concernant des enfants, il y a eu des fois 5, 10 signalements, et puis il y a ce type d'expert qui intervient, qui dit vous pouvez vous rendormir, en fait il n'y a pas de difficulté parce que les yeux s'orientent vers la droite, et on a des enfants qui ne sont pas protégés. Donc cette question est absolument fondamentale, et on avait fait différentes propositions par le biais de CDP Enfance, qui étaient notamment d'imposer aux experts de recueillir l'avis des professionnels qui ont suivi l'enfant. C'est quand même eux qui les connaissent le mieux. Il y a des thérapeutes qui suivent l'enfant depuis 2 ans, 3 ans, qui peuvent avoir des choses à dire sur l'évolution de l'enfant. Obliger les professionnels à interroger l'expert, à interroger les professionnels qui ont fait des signalements concernant l'enfant pour sortir de cette toute-puissance de l'expert. Et puis, éventuellement, imposer un enregistrement audiovisuel des opérations d'expertise, parce qu'on a énormément de difficultés sur les questions qui sont posées par les experts, la retranscription des réponses, la durée de l'audition. On a des expertises où des enfants sont entendus 10 minutes, quelquefois même dans la salle d'attente, et on vient tirer des conclusions définitives sur cet enfant qui vont avoir des conséquences terribles ensuite sur le traitement judiciaire de ce dossier-là. Donc les expertises, c'est vraiment un sujet fondamental, et on est dans une situation aujourd'hui qui est catastrophique. Dernier mot sur les agents de l'éducation nationale. Il faut commencer déjà par délivrer aussi des bons messages, à savoir que la présomption d'innocence ne veut pas dire que la société devrait être paralysée, contrairement à ce que
à ce qu'on tente de faire croire. Et puis, j'en parle en connaissance de cause, du coup, puisque c'est mon épouse qui a créé cette première formation pour les agents de l'éducation nationale de la ville de Paris sur la question des violences intrafamiliales. C'est la première année qu'elle a lieu, aller sur le catalogue de l'EAFC et se rendre compte qu'il faut attendre 2023 pour avoir une formation pour les agents de l'éducation nationale de la ville de Paris sur la question des violences intrafamiliales, donne un petit peu l'idée de l'étendue des dégâts et du chemin qui reste à parcourir. Donc il y a effectivement énormément de choses à faire sur ces points-là, et je crois que ce soit sur les expertises ou la question des mères protectrices, il y a des préconisations qui ont été faites par la Ciivise et qui est, à mon avis, urgent de traduire dans notre loi. Du coup, Monsieur Walter. Ah, très bien. Allez-y. Merci. En fait, je voulais pas intervenir, mais en fait, je vais quand même intervenir parce que oui, je vais faire court, mais en même temps, c'est très dur. Il nous faudrait effectivement plusieurs jours pour. Non, je fais vite, mais ce que j'entends là, c'est évidemment, c'est à la fois comment on applique les préconisations et comment on les met dans la loi, mais après comment on leur donne des moyens de fonctionner aussi, parce que moi je pense que, et ça je l'ai entendu du côté de l'associatif, effectivement, mais et là on va peut-être encore me reprocher de faire de la politique, mais en même temps je suis députée, et ce que je voudrais dire, c'est j'ai une grosse inquiétude sur les moyens qui sont alloués à toute la chaîne de protection de l'enfance, du signalement, parce qu'on pourrait parler des crimes qui ne tiennent pas les délais des 3 mois, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans le traitement en moins de 3 mois, il y a des inégalités territoriales énormes, mais il y a surtout ensuite après des problèmes de traitement de ces signalements et des protections en fait, parce qu'on a aussi un problème de saturation dans les dispositifs de protection de l'enfance, donc des enfants qui attendent, et ça c'est extrêmement grave, qui attendent malgré des fois des placements et des OPP, c'est le cas dans mon département. Et donc là on a un problème de moyens pour avoir des places et des professionnels formés, mais il y a un autre problème, par exemple on parle d'éducation nationale, et là je vais faire lien avec les coupes budgétaires qui ont été annoncées, les moins 10 milliards, juste là j'ai regardé précisément, sur l'éducation nationale, sur vie de l'élève, c'est moins de 261 millions, ce qui veut dire que c'est des suppressions de postes concrètement, et ces postes-là, c'est les assistantes sociales, c'est les infirmières, les médecins, ceux qui sont au plus près des enfants. Donc à la fois, on a un discours, et sur lequel on se rejoint évidemment, où on sait ce qu'il faut faire, on sait comment il faut le faire, mais le problème, c'est que là, on se retrouve coupé des moyens et de volonté politique du côté du gouvernement pour réellement se doter des moyens nécessaires pour à la fois recueillir, repérer et accompagner, et surtout protéger. Et je voulais juste faire cette alerte parce qu'elle me semble importante, et notre délégation, elle doit se situer du côté des besoins et donc des moyens pour y répondre. Et là, on est dans des choix gouvernementaux qui sont totalement opposés à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Monsieur Walter. Alors, Madame Maximi m'a volé une partie de ce que je voulais dire. C'est très... Non, c'est super, tu l'as très bien dit. Donc, je partage cette question, effectivement, c'est très bien de faire des préconisations. Quels moyens mettons en face Juste, vous avez en grande partie répondu à la question que j'allais vous poser, mais sur cette question de la formation, vous parlez de cette formation mise en place à Paris. Est-ce que c'est le cas dans d'autres académies? Et est-ce que c'est pas déjà un point qu'on pourrait creuser, à savoir qu'il y ait obligation pour les académies de mettre en place, parce que là je parle côté éducation nationale, mais bien sûr ça peut concerner un certain nombre d'autres services de prise en charge de l'enfance, une obligation, parce que je pense qu'on est dans une révolution copernicienne sur ces questions des violences faites aux enfants, et quand il y a une révolution copernicienne, il faut peut-être former les gens au nouveau monde dans lequel on entre. Et ce n'est pas le cas. Donc une formation partout, pour tous, pour toutes, qui serait imposée dans les académies pour remettre à jour les logiciels, parce que je pense qu'il y a un vrai problème de logiciels, encore une fois, individuel, personnel, systémique, institutionnel. Et justement, par rapport à ce problème de logiciel, je voulais avoir un dernier éclairage sur cette question du syndrome d'aliénation parentale qui me semble encore très souvent dans les témoignages que je reçois être invoqué à la fois par les experts, mais y compris par certains magistrats, par certains médecins. Où est-ce qu'on en est? Que peut-on en dire? Merci de vos éclairages. Oui, alors je ne veux pas m'avancer sur les autres départements parce que je n'ai pas forcément l'information. Je ne suis pas du tout certain que le même type de formation existe ailleurs qu'à Paris. Mais effectivement, c'est absolument indispensable. Et nous, ce qu'on a constaté, puisque je suis intervenu aussi dans ces séances de formation,
c'est qu'il y a une énorme demande des professionnels de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des infirmiers, des CPE, des AED, des enseignants, et il y a une grande demande de savoir comment aborder ces situations-là, ne serait-ce que quelle est la loi. C'est pas si simple, et là encore, il a été rappelé qu'il y a une obligation de signalement, mais il y a beaucoup de professionnels qui l'ignorent et qui considèrent que à partir du moment où ils en font part à leur hiérarchie, ils ont respecté leurs obligations, ce qui est faux. Donc c'est absolument indispensable, effectivement, de se mettre à niveau de ce point de vue-là. Sur le syndrome d'aliénation parentale, je crois que notre système judiciaire est totalement gangréné par cette idée que quand un enfant dénonce des violences, il doit être manipulé par quelqu'un. En France, on raisonne comme ça, y compris que ça soit auprès d'enquêteurs, de magistrats, de services sociaux. On considère, mais il ne faut pas oublier que le syndrome d'aliénation parentale était enseigné aussi à l'école de la magistrature il y a 15 ou 20 ans, hein, donc on en paye les conséquences aujourd'hui. On se retrouve avec des professionnels qui sont convaincus qu'un enfant qui dénonce doit forcément être manipulé, et le plus souvent manipulé par la maman. Alors, on ne parle plus forcément de syndrome d'aliénation parentale parce que ça a été un peu polémique, donc que ce soit les magistrats, les experts, les enquêteurs font attention de ne plus forcément utiliser cette expression-là, mais le problème est exactement le même, puisque l'idée sous-jacente est toujours présente. Alors on utilise d'autres notions, hein, le syndrome de Munchausen par procuration, par exemple, qui est assez à la mode en ce moment, mais tout est bon pour imaginer qu'un enfant qui dénonce, on doit commencer par douter de sa parole. Il y a une ancienne magistrate, et là pour le coup, ce n'est pas les associations qui le disent, c'est une ancienne magistrate, Marie-Pierre Porchy, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Les silences de la loi », et qui disait en substance dans son livre qu'à force de former les magistrats sur les fausses accusations de violence, ils vont finir par oublier qu'il y en a des vraies. Et en fait, on est en plein dedans. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un système judiciaire qui est gangréné par cette idée d'aliénation parentale. Et là, il est indispensable de donner les bons messages. Et je pense personnellement, à la manière de ce que le juge Durand avait indiqué lors de ses travaux à la Civise, je pense que quand on voit un système qui dysfonctionne de telle manière, la seule manière d'en sortir, c'est d'avoir un dispositif plus contraignant. Et donc de modifier la loi. Alors cette ordonnance de sûreté de l'enfant est une clé, mais je crois qu'on a un système qui doit être plus contraignant pour imposer des mesures de protection de l'enfant. Alors il y a évidemment un problème de moyens, hein, et quand on dit qu'il faut améliorer les moyens, c'est à mon sens à la fois les moyens juridiques, mais évidemment les moyens financiers aussi. Je ne vous parlerai pas là parce que ça serait beaucoup trop long, mais de l'état totalement désastreux de la justice. Enfin, je veux dire, il faut quand même se rendre compte, quand on va dans les salles d'audience ou dans les cabinets de magistrats, on a des cartons de dossiers en attente de jugement à être rédigés qui vont jusqu'au plafond, et les greffiers qui sont, quand ils sont là, sont absolument désolés d'avoir autant de retard dans le... Donc évidemment que ça va avec les moyens financiers, mais il y a aussi un système juridique qui, à mon sens, est à côté de la plaque pour permettre la protection des enfants. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation. Et bien entendu, on reste à votre écoute. Si au dernier moment, vous avez l'impression que vous avez oublié quelque chose, vous pouvez toujours nous envoyer une contribution écrite. Merci beaucoup.